Donc on démarre. François-Xavier Oliveau est avec nous. Salut François-Xavier, associé, initiative et finance. Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Et Clément Aura, salut Clément. Salut Stéphane. Prof à la Sorbonne et à Sciences Po, prof d'éco. Donc choc électrique. Alors, moi, ma réflexion, quand même, c'est que tout le monde a un avis sur le nucléaire. Là. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez partager ça. On a parlé dans le désert pendant des années et des années. Jean-Bernard Lévy a passé 2 mandats à dire qu'on allait droit dans le mur, etc. Et là, ça y est, là tout le monde a un avis sur le nucléaire. Tout le monde cherche des responsables. Responsabilité, évidemment, très largement collective. De toute façon, Wilfried, après les épidémiologistes et les géopolitologues, on se retrouve effectivement avec des énergéticiens un peu partout. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Forcément. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, les calculs étaient clairs depuis déjà très longtemps. Et qu'on a eu tendance à utiliser ce que j'appelle la pensée magique en économie, c'est-à-dire on prend une décision et puis on verra bien, le système va s'adapter. Globalement, le système, avec cette espèce de côté un peu mantra, de dire c'est pas grave, on va y arriver. Quand il y a une volonté, il y a un chemin, comme disait ce bon vieux Churchill, sauf qu'à un moment donné, il faut avoir effectivement préparé la chose, il faut avoir fait les calculs, il faut avoir réalisé les travaux nécessaires pour que ça se passe bien. Or, l'énergie, c'est tout simplement un équilibre qui doit être instantané en plus entre la production et la consommation. Et on savait très bien qu'à un moment, à force de ne pas entretenir, à force de considérer que notre capacité était, je ne sais pas, éternelle. Oui, non, mais il y a quelque chose comme ça. Tu as parfaitement raison. Et finalement, ça allait très très bien se passer, quelles que soient les décisions politiques qui puissent être faites sous l'angle de je sais pas quel volontarisme, voilà. Et en fait, on se rend compte que ça ne passe pas. Et là, on est au stade où le mot de la semaine, ça devient EcoWatt. C'est-à-dire qu'après avoir tous téléchargé tous anti-Covid, on va tous télécharger EcoWatt pour savoir si on débranche ou pas la chaudière. C'est vrai que c'est un peu pathétique, mais au moins, ça remet en lumière, et ça, je trouve ça quand même une très bonne leçon pour tout le monde, le fait qu'il faut faire des calculs. Et que le côté scientifique d'un certain nombre de choses, en particulier sur l'énergie, l'économie en fait partie également, c'est quelque chose qui ne peut pas être abandonné à je ne sais quelle pensée un peu molle, en disant on va finir par y arriver. Ça va passer. Voilà, le poids lourd, ça passe, termes, non, ça passe pas. C'est le politique qui décide. Le politique, et après l'économie va s'ajuster. De temps en temps, ça ne passe pas comme ça. Jolie phrase d'ailleurs de François Langlais dans son bouquin qui dit « En ce moment, nous sommes tous en train de regarder les brûleurs de nos cuisinières avec un mélange de crainte et de respect. » Et de se demander si on a encore des bougies dans les placards. Oui. François-Xavier, comment tu vois ça ? Comme Wilfried, il faut faire des calculs, il faut aussi faire des choix. Et c'est aussi un peu ce qu'on n'a pas forcément fait. C'est-à-dire que si vous voulez... On a fait de la politique. Ils ont fait des choix. Non, mais en réalité... Ils ont fait les mauvais. Mais même au niveau des citoyens, si tu dis que le nucléaire, c'est pas bien parce qu'il y a les déchets, que le solaire, c'est pas bien parce que ça prend de la place au sol, que l'éolien, c'est pas bien parce que t'en veux pas dans ton paysage, le charbon, c'est pas bien parce que tu as des émissions de gaz à effet de serre, que le pétrole, c'est pas bien, à la fin, il n'y a plus rien qui est bien. Et donc, à force de penser que l'énergie est finalement quelque chose d'acquis, une espèce de bien, on branche la prise et puis il y en a derrière, quoi. C'est évident, c'est normal. En fait, non. Il faut aussi renouveler des infrastructures et on s'est un peu endormi sur le renouvellement des infrastructures, totalement. À la fois sur le nerf, parce qu'on est en retard on est quand même le pays le plus en retard en Europe sur les énergies renouvelables, hein, mais on s'est aussi endormi sur le nucléaire à un moment donné où on a probablement pas fait les bons Super Phoenix 2010. Ouais. Exactement. La vraie date, c'est Super Phoenix. On s'est dit, on va attaquer le solaire alors que c'était une technologie qui n'était encore pas tout à fait mûre. Je vous l'ai dit 10 fois, Gérard Mestralet m'avait dit un jour, enfin ancien patron de... d'abord Suez, puis GDF Suez, puis Engie, il m'avait dit on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie en fermant Super Phoenix. Belle phrase. Hein. Belle phrase. Ouais, magnifique. Belle phrase. Écoute, moi je constate juste qu'effectivement à un moment donné, l'énergie c'est une commodité mais pas complètement quand même, et qu'il faut aussi anticiper les infrastructures qui vont aller avec les besoins. Clément, un truc à ajouter là-dessus, vas-y. D'accord, juste 2 petites remarques. À mon avis, il y a eu un vrai problème de sous-estimation en termes de capital humain. On a sans doute oublié que l'énergie nucléaire, c'était une énergie qui était extrêmement difficile techniquement à produire, avec des ingénieurs de très haut niveau. Et quelque part,
en ne promettant pas un grand avenir à cette filière, on a quand même aussi aujourd'hui un problème à la fois de savoir-faire et il y a eu un problème de technicité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir les meilleurs ingénieurs, issus donc des plus grandes et des plus prestigieuses formations, qui, au moins pour une partie d'entre eux, s'investissent dans l'énergie atomique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a perdu un certain savoir-faire par rapport à il y a quelques années. On voit que même dans les centrales récemment ouvertes, c'est quand même pas un mince problème de ressources humaines et de capital humain pour EDF. Et puis la deuxième remarque, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, la semaine dernière, c'est l'ex-commissaire à l'énergie, l'ex-haut-commissaire à l'énergie atomique qui a mis un peu les pieds dans le plat en disant le vrai problème, c'est l'inculture scientifique de la classe politique et cette idée quelque part qu'elle n'est pas totalement représentative non seulement de la population, mais également, j'ai envie de dire, de l'élite de la population, avec une sous-représentation, c'est vrai, des profils scientifiques qui donc peuvent être amenés aussi par simplement incompréhension ou manque de culture personnelle à prendre les bonnes décisions. Et quelque part, ça rappelle aussi un propos qu'avait eu à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était donc une ancienne ministre de l'Environnement et polytechnicienne, et donc il avait dit, mais rendez-vous compte, moi quand je vais à la commission, à l'Assemblée nationale, alors que ce soit évidemment que la commission dont elle était là, sur la commission des lois, sur la commission de son rattachement pour le ministère, elle dit, mais je suis obligé d'expliquer la différence entre la fusion et la fission nucléaire, mais c'était effarant de dire, je suis pas d'accord avec ça, moi, Clément. Les lois. Je suis pas d'accord avec ça. C'est mon petit côté. Oui, ton côté universitaire. C'est ça. Mais on a quand même eu, on a une petite sous-estimation peut-être de l'importance d'avoir quelques scientifiques qui prennent aussi on a quand même eu l'effondrement de la moitié de la filière à travers Areva par une polytechnicienne surdiplômée. Anne Lauvergeon connaissait la différence entre la fusion et la fission nucléaire. Non, je suis pas d'accord. Ils ont des conseillers techniques. Le politique doit prendre des décisions politiques. Mais c'est comme le disait, comme vous l'avez dit tous les deux, à force de ne pas choisir ou de choisir au milieu, ou etc. et tout, cette histoire de compétences techniques, en plus, t'amène sur le terrain de la République des clercs, qui est un terrain toujours compliqué. Qui contribue à la décision politique. Je ne dis pas que, à mon avis, c'est plus complexe. Je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'on peut... Ça te donne les avis en nifleur, des trucs comme ça, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que la compétence technique est forcément prisonnière de la filière qu'elle a suivie. Mais Stéphane, c'est pas faux. Je suis d'accord avec ça. Je crois que c'est Mitterrand qui disait « La pire des décisions que vous puissiez prendre, c'est nommer un amiral au ministère de la Marine ». Oui, mais si on compare avec un sujet qui m'est cher, qui est la grande crise de 2008, la grande crise financière, et le fait que plus personne ne savait où se situait le risque financier à une certaine époque, il y a eu des explications qui sont sorties et que je trouve très intéressantes en disant le problème, et on en revient justement à l'éclairage du choix. Vas-y. Il dit le problème, c'est qu'on a eu des décisions qui ont été prises par des MBA, ou des personnes spécialistes dans le business, qui étaient préparés et qui étaient dépiotés par des PhD, donc des doctorants extrêmement pointus dans leur domaine scientifique. Or, on s'est rendu compte que par orgueil, les personnes, certes très diplômées, mais pas de ce niveau-là, ne posaient pas les bonnes questions et n'admettaient pas qu'elles n'avaient pas tous les éléments pour prendre les bonnes décisions. Donc elles faisaient des choix, mais pas nécessairement les bons choix, en tout cas avec le bon éclairage. Elles refusaient d'aller loin pour admettre qu'à un moment donné, ce n'était pas leur domaine. Et je pense que dans le domaine de l'énergie, il y a eu une telle perte qu'en fait, quand on a une prise de décision, alors je suis d'accord avec toi, il y a de temps en temps des prises de décision qui sont évidentes, mais il y a quelques éléments qui font que il faut admettre et avoir les bases quand même pour poser un certain nombre de questions, et ces bases s'effilochent progressivement à force d'avoir ce discours sur... Finalement, c'est le politique qui décide. On en parlera dans la partie, effectivement, sur c'est un nouveau monde, etc. Mais le nouveau monde, parfois, c'est maintenant, le politique décide et le reste s'adapte. À force d'avoir ce genre de sentiment de volontarisme mal placé, on arrive à ce genre de décision. C'est intéressant comme débat. Je pense que tu as un lien à la fois entre le technique et l'économique. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de l'énergie, il y a eu un choix qui a été fait au Grenelle de l'environnement en 2008, qui était de dire on va pousser à fond sur le solaire, alors que le solaire était encore très très cher en termes de technologie, mais que son coût diminue à très grande vitesse. Et donc la question, c'est aussi le timing et de se dire finalement, à un moment donné,
quel degré de maturité une technologie et à quel moment donné je dois la pousser m'appuyer dessus pour construire un réseau électrique. Dans les années 2000-2010, c'était très clairement le nucléaire qui était la technologie la plus fiable et la moins chère. Aujourd'hui ou demain, ce sera probablement plus d'énergie renouvelable avec stockage et avec une évolution de coûts qui peut s'anticiper et qui peut se prévoir. Cette vision globale, à la fois technique et économique, qui, moi, me semble un peu manquer ou avoir manqué, et qui est en fait une combinaison qui devrait être portée au niveau politique. Clément ? Oui, moi je ne suis pas du tout, juste pour revenir sur ce débat, favorable à la technocratie au sens même étymologique du terme. Vraiment, effectivement, c'est le politique qui doit prendre la décision. Là où je suis un peu d'accord avec ce que disait l'ancien haut-commissaire, c'est que bien sûr, c'est le politique qui doit prendre la décision, mais là où il y a un problème, c'est quand le scientifique, quelque part, est quasiment absent, même du personnel politique. Quand il n'y a que, et j'en suis moi-même, des diplômés de Sciences Po Paris qui sont en gros moins formés à la question scientifique, ça pose peut-être un problème de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait que des ingénieurs, au contraire, mais d'avoir un manque de diversité Clément, dans les profils. La vérité de ce qui nous arrive quand même, au départ, j'ai parlé d'Anne Lauvergeon, la vérité de ce qui nous arrive quand même, c'est que c'est une filière qui s'est auto-sabordée en grande partie. Et tous ces types-là étaient des ingénieurs super qualifiés. L'ensemble de ceux qui ont démarré le PR de Flamanville, en ne prenant, mais en refusant systématiquement tous les rapports, les leçons, les retours d'expérience, les bonnes pratiques qui venaient d'Areva et qui venaient de ce qui s'était passé en Finlande, ces gars-là sont des ingénieurs surqualifiés. C'est ces gars-là qui ont fait ce choix et c'est ces gars-là qui font que 10 ans après, Flamanville n'est toujours pas ouvert, tu vois. Oui, et en même temps, peut-être que le politique aurait pu être un peu plus... mais exactement, c'est là où à un moment, il y a une décision politique. Oui, bien sûr. Il se trouve que les choses sont un peu rentrées dans l'ordre quand tu as eu un politique avec un peu de poigne et qui est rentré dedans. En l'occurrence, c'est Sarkozy. Moi, je m'en fous de Sarkozy, hein, c'est pas le sujet, mais je me souviens de Guillaume Pépi, je vous raconte un peu des petites coulisses, mais Guillaume Pépi me racontant sa découverte de Sarkozy sur le fret ferroviaire, l'éternel sujet du fret ferroviaire, et il me dit, Pépi, il me dit, j'étais sidéré, quoi. C'est-à-dire, le gars ouvrait le dossier, le parcourait, et avait une espèce de capacité d'analyse, de synthèse, et une volonté de décision. Bon, voilà, mais tu vois, je suis pas sûr que moi, je ça pense manque que c'est de une technique. condition nécessaire, C'est mais pas intéressant en tout cas. suffisante. Ouais, c'est intéressant. L'histoire du esprit de corps aussi qui peuvent se battre. L'histoire du risque, parce que quand même la séquence de ce week-end, alors elle avait commencé avant le week-end, puisqu'on va voir la une du Figaro, je crois que c'était vendredi matin. Donc, et c'est là où la réflexion entre le risque et la prédiction. Qu'a fait en fait RTE, qu'a fait le gouvernement, c'est dire bon ben voilà l'état de l'art. On vous recommande d'aller télécharger cette application. Donc il faut je pense qu'on a tous ou qu'on va tous télécharger. J'ai oublié son nom déjà. EcoWatt. Et puis voilà, vous serez prévenu 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance. Enfin, on a des récits de délestage, c'est super intéressant d'ailleurs. Tu comprends comment fonctionne un réseau électrique moyenne tension. Tu comprends que les écoles, quoi qu'en dise François Hollande, ça c'est quand même ahurissant. Ah non, faut pas couper les écoles. Bah mon pote, à un moment, t'as pas le choix, quoi. Voilà, enfin, c'est compliqué. Bref, je referme la parenthèse. Et c'est devenu alerte, peur, irresponsabilité. Comment le gouvernement peut-il prévoir des coupures? Enfin, j'ai été frappé par cette séquence. On est incapable, en fait, et il va falloir qu'on l'apprenne, de prendre le risque pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas une prévision et pas une décision. Non, mais c'est ce que disait François-Xavier, hein, c'est-à-dire que l'électricité, l'énergie en général, a été de plus en plus et est maintenant considérée par quasiment l'ensemble des citoyens comme étant quelque chose d'immédiat et qui doit être absolument Non, garanti. ça va au-delà, c'est sur le risque en général, parce qu'on va en avoir d'autres. Oui, c'est sûr. Si tu veux, tu vois, j'en sais rien, on va avoir catastrophe naturelle, risque de submersion, etc. Il va falloir qu'à un moment, on prenne en compte le risque et à la limite se féliciter, plutôt que d'avoir peur, se féliciter de ce qui soit pris en compte. Mais globalement, on est dans une société qui de plus en plus refuse le risque. Exactement. Puisque c'était effectivement un des points de François Anglais, qui est de dire, le point c'est la protection. On a de plus en plus besoin, envie et on réclame de la protection. La protection, qu'est-ce que c'est? C'est surtout, je ne veux pas de risque. Qu'on me laisse dans mon univers un peu cotonneux. Quitte à ce que je ne fasse plus rien. C'est pas très grave. Mais à partir du moment où vous me mettez dans cette espèce de cocon, ça se passera bien. Là, effectivement, ça devient difficile. Ouais. Je dirais même, il y a cette idée un peu d'oiseau de mauvais augure. C'est celui qui parle du risque, oulala, attention. Oui, que le messager. Exactement. Exactement. Et en même temps, moi j'ai trouvé que dans l'interview du Trésor d'Emmanuel Macron, il avait été très clair, voire assez sec, en disant
pas de panique, ce n'est pas vrai. Il a été quand même assez sec à la question de la journaliste. Mais tu es sans doute le seul à l'avoir regardé, si tu veux. C'est la Il est première mauvaise fois. langue. Non, Mauvaise mais c'est pas notre sujet. Je suis quand même sidéré. C'est la Elle était première fois. courte, hein, pourtant. Ah oui, puis mais tout le monde s'en fout, quoi. Facile à regarder. Vraiment, enfin, c'est. Il y a longtemps que je n'avais pas eu une prise de parole présidentielle avec aussi peu d'impact et d'écho. Mais revenons sur le risque et le risque, le danger, l'hypothèse. Mais on a une société qui a considérablement écarté beaucoup de dangers. Je veux dire, il y a beaucoup moins de dangers de guerre, il y a beaucoup moins de dangers de catastrophes naturelles et de dégâts de catastrophes naturelles, il y a beaucoup moins de dangers sanitaires, de perte des infrastructures de base qu'il y a 20, 40, 50 ans. Donc effectivement, on a été habitué à ne plus vivre sous le risque, ce qui fait que chaque risque devient intolérable ou très, très douloureux. Et on revit, Wilfried faisait un parallèle avec tous anti-Covid, on revit un peu l'impression qu'on avait pendant le Covid, en fait, en disant, mince, il y a un truc qui nous arrive, on a oublié que ça existait. Et donc on a un peu confondu la disparition complète du risque avec la réapparition de certaines phases, parce que je pense que c'est pas... Comme dans beaucoup de cas, c'est pas un déficit structurel et très durable d'énergie. On va reconstruire des capacités énergétiques, ça va peut-être prendre du temps. On va les remettre en route. On en parlera demain. On pourra en parler demain, mais enfin, j'en parlerai demain. Ouais, j'en parlerai demain avec. Il y a le Shift Project, là, le truc de Jean Covici, qui rend un rapport sur le gaz. On verra ça demain, mais on va encore reparler de risque. Donc, en tout cas, Au cœur du sujet. En tout cas, c'est sûr qu'on a une tolérance au risque qui est beaucoup plus faible. Des pulls. Oui, beaucoup plus faible qu'avant. Mais de même que tu as une tolérance à la perte de pouvoir d'achat avec l'inflation, il y a une tolérance aux perturbations qui est beaucoup moins élevée qu'avant. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est Vincent Balouet qui vient nous voir régulièrement. Allez voir son site d'ailleurs qui s'appelle maîtrisedesrisques.com. Et Vincent m'expliquait un truc bête comme chou, mais je trouve très intéressant. La France est un pays globalement préservé des catastrophes naturelles. Voilà, les catastrophes naturelles en France sont jamais très très graves, etc. Et donc l'État toujours a pu en fait dire on arrivera à vous protéger. Les États-Unis connaissent l'extrême et l'État a compris très très vite que les citoyens devaient apprendre à se débrouiller eux-mêmes et que l'État ne pourrait pas tout. Et il dit on a là la racine d'une façon d'aborder le risque différente entre ce qu'on peut avoir en France et dans certains pays d'Europe occidentale et ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Je trouve cette vision très intéressante, très pertinente. C'est la racine parce qu'il y a aussi des cultures du rôle de l'État qui sont très très différentes. Mais qui viennent de ça, qui viennent de ce que t'es dans l'extrême, t'es dans l'immensité, t'es de toute façon à un moment il va falloir que tu te démerdes. Peut-être. Peut-être. Pouvoir d'achat, Clément. Tu voulais nous parler du pouvoir d'achat. La France, meilleure élève du pouvoir d'achat en Europe. Oui. Telle est la conclusion de l'étude réalisée par le blog. Alors encore, effectivement, c'est un site internet, c'est un compte Twitter que je suis, moi, FIPAddict. Mais je ne savais pas que c'était un gars qui était un peu anonyme, machin, etc. C'est toujours très intéressant. Oui. Hein. Donc voilà, à partir des prévisions et des éléments publiés par la Commission européenne début novembre, selon donc ces calculs, c'est un enseignant en économie et en finance, pas à Sciences Po et à la Sorbonne. Va savoir. C'est pas moi, en tout cas. C'est pas toi. Voilà, c'est pas moi. C'est ce que je demandais. Donc, le pouvoir d'achat par habitant devrait être 1,5% supérieur à son niveau de 2019 en France, alors qu'il sera stable en Allemagne, qu'il va baisser de 0,7% en Italie, qu'il va baisser de 2,3% en Italie et de 6,8% en Espagne sur la période. C'est très difficile à faire admettre quand on parle de pouvoir d'achat, parce que c'est des sujets assez à la fois sensibles pour beaucoup de gens, qui ont du mal à finir les fins de mois. Il y a toujours ce problème de l'inflation réelle et de l'inflation perçue. Allons dire à quelqu'un qu'il n'a pas perdu en pouvoir d'achat ou qu'il aura un niveau même supérieur à celui de 2019, on pourrait faire un micro-trottoir et personne n'oserait non seulement dire ça, mais ne le penserait, sincèrement. Tous les prix augmentent, pareil avec l'euro, etc. Donc, le sujet des chiffres du pouvoir d'achat est toujours extrêmement délicat et en plus, parfois, on accuse le gouvernement de manipuler les chiffres. Alors, je trouvais cet article intéressant et l'étude derrière intéressante parce qu'elle montre deux choses. Un, que finalement, si on raisonne juste en termes d'inflation et de pouvoir d'achat, évidemment, il y a de l'inflation, mais si on raisonne donc en pouvoir d'achat, avec les augmentations de salaire, etc., finalement, la perte concernant la France, elle n'est pas si considérable que ça. Donc, sur une période qui est quand même pas très longue, 2019, on n'était quand même pas... C'était quand même pas il y a des années et des années. Et la deuxième remarque, c'est la comparaison, l'étude comparative. C'est quand même très intéressant de voir que la France, alors c'est quand même en partie grâce aux mesures qui ont été prises, mais
qu'on s'en sort quand même pas si mal. Et effectivement, tu citais les chiffres d'autres pays européens qui sont quand même juste à nos frontières et qui, eux, quand on perd 6-7% de pouvoir d'achat, c'est quand même tout à fait considérable. Ah, c'est considérable. Que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Mais ce qui est terrible, Clément, c'est même, comme tu le disais, le public n'en a aucune perception Non. et je pense n'en fait aucun crédit Non. au gouvernement. Ah non, mais Le c'est gouvernement, quelque chose Bruno Le d'impossible Maire va arriver à la télévision en disant « Nous, vous avons défendu votre pouvoir d'achat, etc. » et tout le monde va dire « Mais quelle déconnexion avec la réalité des Français. Je suis prêt à parier que personne... Sortez de Paris, monsieur. C'est ça. Même si c'est vrai, beau quartier. personne n'oserait dire que le pouvoir d'achat a augmenté par rapport à 2019. Au moins, je pense même Bruno Le Maire, au plus prudent, il dirait nous avons sauvé les Français de ce qui pouvait arriver de pire. Mais personne n'oserait dire, combien même ce serait vrai, que le pouvoir d'achat est plus élevé. Et puis il y a quand même une troisième chose dont on parle assez peu. C'est que quand on fait des calculs d'évolution du pouvoir d'achat, on fait des calculs jamais sur les mêmes biens. C'est quelque chose de très difficile. Comment on évolue le passage de la 4G à la 5G, c'est pas si facile que ça. Et la 5G, c'est un bien qui est de plus grande qualité que la 4G. Donc même si le prix n'a pas changé, en fait, c'est une amélioration du pouvoir d'achat, toutes choses égales par ailleurs. Donc c'est quand même toujours, là aussi, difficile de dire aux gens, non, votre pouvoir d'achat a augmenté ou n'a moins baissé, et encore moins que nos voisins. C'est un des éléments qui est très intéressant dans le bouquin de François Xavier, qu'on cite à peu près toutes les semaines. Est-ce que ça relance les ventes un petit peu? Non. Je sais pas, c'est très compliqué de connaître les ventes de son bouquin. Tu les connais en juin. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est super compliqué de savoir les ventes de ton bouquin, c'est super compliqué. Ah, ça alors. Ouais, donc déflation structurelle des produits de grande consommation. Mais on en parlera justement dans la deuxième partie. Est-ce que ça va continuer? Absolument. Pouvoir d'achat, un mot là-dessus? Non, je pense qu'en France, on fait aussi systématiquement, ça va nous amener au prochain sujet, mais le choix du consommateur. C'est protéger le consommateur avant tout. C'est être certain qu'on pourra toujours consommer. Et le pouvoir d'achat, de plus en plus, quand on voit la place qu'il prend dans le débat politique, c'est quasiment un principe, c'est devenu un principe constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a le principe de la liberté d'aller et venir, la propriété privée et le pouvoir d'achat. C'est un peu les trois éléments dont certains sont plus importants que d'autres, et le pouvoir d'achat est probablement le plus important de tout ça. Ces droits fondamentaux sont la propriété, la liberté, la sûreté. C'est pas dans ce sens-là. La liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et le pouvoir d'achat. Exactement. Voilà. Et le pouvoir d'achat. Voilà. Et c'est ça. Répondez à l'article 2. Voilà. Exactement. Déclaration de 89. Et effectivement, ça tord à la fois tout le débat politique et tout le débat économique très très rapidement. C'est-à-dire que pour mesurer le pouvoir d'achat, on ne peut que le faire en termes de moyenne, de médiane, ou en prenant des segments de population relativement larges. Et à partir de là, toutes les interprétations sont possibles. En disant, moi j'étais très content avec ma 3G, avec ma 2G, vous m'imposez la 5G. En fait, c'est un choix que vous ne pouvez pas m'imposer, et donc vous ne pouvez pas dire que j'ai gagné en pouvoir d'achat. Le débat, en fait, il n'est absolument sans fin, et il n'a aucune réponse. Bon, je vais mettre ça quand même en parallèle avec ce que nous a dit S&P, qui place la dette de la France sous surveillance négative. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment... ça a un prix, quoi, tout ça. Voilà. À un moment, le réveil sonne. Mais à l'inverse, Moody's a confirmé la perspective stable. Oui. Il faut quand même le dire. Oui. Ah bah oui. Mais pas S&P. C'est dommage. Le fameux choc du triple A, c'était S&P. Non. François Baroin, tout ça. C'était S&P. Moi, je me souviens de cette soirée-là. On était tous restés au boulot. C'était un vendredi soir, 20h, François Baroin. Nous avons perdu le triple A. Je rappelle qu'on ne perd un triple A que si, au minimum, deux des principales agences de notation font la même analyse. Oui, là, en l'occurrence, oui. Mais si on a une des deux agences qui est Moody's, qui dit c'est stable, et l'autre qui dit c'est négatif, en gros, il y a ballottage défavorable. On l'avait perdu quelques mois après les Américains, je crois. C'était ça l'histoire. Et les Américains, c'était à cause du plafond de la dette. Ouais. Et décembre 2011. Obama avait dit... décembre 2011, c'est ça? Décembre 2011, ouais. Et Obama avait dit... l'Amérique est triple A, restera éternellement triple A, etc. Et j'attendais un peu quelque chose comme ça. Sarkozy, à l'époque, avait dit quelque chose comme ça en disant Moody's a maintenu la note alors qu'elle est 2 fois plus grosse en termes de... Oui, mais il n'y avait pas la même conviction, parce qu'on n'était pas tout à fait dans la même situation, en disant, en gros... Puis l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur les taux. On ne va pas avoir le temps de le faire si on ne le fait pas maintenant, et je tiens quand même juste à parler un peu de ce sujet qui est en grande partie ton sujet, François Xavier. Alors j'ai appelé ça Private Equity pour tous. C'est-à-dire que là, c'est
c'est Boursorama. Alors c'était, je ne sais plus quand, c'était le mois dernier, je crois, hein, j'avais prévu qu'on en parle ensemble. Boursorama lance une offre en ligne pour profiter, alors c'est le Figaro qui écrit ça, profiter des juteux rendements, j'adore, de cette classe d'actifs, entre 10 et 15% par an en moyenne, pour une poignée d'euros, et surtout en quelques clics. Donc c'est un mouvement initié depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est... Enfin, donc tu travailles évidemment dans cette industrie du private equity. D'abord, juteux rendement, François-Xavier. Et ensuite, est-ce que vraiment cet accès aux particuliers, c'est un truc que j'entends, j'ai l'impression, depuis 10 ans, qui à chaque fois, je me dis, c'est intéressant. Je crois qu'il y a la captive de Stellantis, enfin de Peugeot à l'époque, qui a un livret d'épargne aussi qui ressemble un petit peu à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui... Aussi juteux. Écoute, il y a de la cohérence. Le private equity, il y a beaucoup de fantasmes autour du private equity, effectivement, les juteux rendements, etc. En fait, c'est une classe d'actifs... on va dire, il y a 3 types d'actionnaires pour une entreprise. Actionnaire familial, je possède mon entreprise, je l'ai créée, je l'ai transmise à mes enfants. Donc là, c'est le premier type. Deuxième type, l'actionnaire à côté. Je suis coté en bourse et je peux échanger et vendre des titres au quotidien. Et le troisième type, pour simplifier, c'est le private equity qui est en fait des investisseurs pour compte de tiers qui vont investir, ce sont, on va dire, des actionnaires professionnels. Exactement. Qui vont investir dans l'entreprise, les choisir avec un grand soin, investir dedans, les accompagner pendant une phase de leur développement, qui peut être une phase d'internationalisation, de structuration, de déploiement de la croissance externe. C'est vraiment de faire franchir une étape aux entreprises. Et s'engager à rester. Et s'engager à rester pendant une durée... Qui est de combien en moyenne? 4, 5 ans? En moyenne 5 ans. 5 ans, mais ça peut être 3 ans comme ça peut être 10 ans. Donc au moment où on investit, d'abord on ne sait pas quand on va investir dans une entreprise. Quand on lève des fonds et qu'on a un fonds de private equity, on va les déployer au fur et à mesure des opportunités et de ce qu'on appelle le deal flow, donc des entreprises qui arrivent et qu'on va examiner, et on va les accompagner pendant une certaine durée, et on va transmettre le bâton à un autre actionnaire. Mais ce sont des tickets d'entrée à plusieurs centaines de milliers d'euros, traditionnellement. Et est-ce que cette idée permanente d'essayer de ramener ça, même BPI France a essayé de faire ça, le problème, en fait, ce qui va nous ramener au risque, c'est qu'il faut accepter quand même une forte dose de risque dans son épargne à partir du moment où on investit dans le private equity. Tu as 3 critères dans l'épargne. Tu as le rendement, le risque et la liquidité. D'accord ? C'est plutôt des rendements effectivement assez élevés. C'est un niveau de risque qui est relativement élevé par rapport aux autres placements. C'est un risque qui n'est pas mauvais par rapport au rendement, mais c'est un risque qui reste relativement élevé, et c'est une très mauvaise liquidité. Voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est la liquidité qui est la principale contrainte du private equity. C'est-à-dire que si tu veux investir dans le private equity, tu investis à un instant T, tu engages des fonds dont tu ne sais pas quand ils vont être appelés et dont tu ne sais pas quand ils vont être rendus. C'est sur une durée de 10 ans, tu dois immobiliser du capital ou promettre la prime d'illiquidité, capter la prime d'illiquidité de l'investissement. Et donc toute la question, et c'est la difficulté principale pour le rendre accessible aux petits actionnaires, c'est finalement comment est-ce que tu arrives à intégrer cette illiquidité dans un placement de particulier où tu vas avoir besoin éventuellement d'avoir un peu de liquidité. Donc il y a des solutions, il y a différentes solutions qui peuvent être des solutions de produits packagés où tu as beaucoup de fonds et donc tu as des appels de fonds qui sont très bien répartis et des distributions qui sont plus réparties. Donc tu peux gérer cette illiquidité de différentes façons. Tu peux la gérer aussi au moyen d'un marché. Mais à ce moment-là, il faut accepter de perdre une partie des rendements juteux. Mais de toute façon, il n'y a pas de... There is no free lunch. Non, mais c'est ça. Tu ne veux pas de risquer un compte courant. Je comprends. La prime d'illiquidité. Donc plus elle est grande... Il n'y a pas de formule magique, et le private equity n'est pas une formule magique, c'est un investissement plutôt à bon rendement, plutôt à risque relativement élevé et à très mauvaise liquidité. Et ça marche, ces appels vers les particuliers, quand ils sont faits comme ça? C'est le début aujourd'hui. Il y a une vraie appétence des particuliers, ça c'est clair. Il y a encore des outils... c'est en train de se structurer. Moi, je suis plutôt partisan de ça. Ah, mais moi aussi, je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est toujours donner du sens à son épargne, etc. Enfin, voilà, tu sais où est ton pognon, tu connais les dirigeants. Effectivement, un point intéressant, c'est que chacun des fonds de private equity a une stratégie. Voilà. Celui que je dirige, que je co-dirige, il souhaite investir dans la transition environnementale des entreprises. Donc, on accompagne activement la transition environnementale des entreprises. Et chaque fonds a une thèse, une stratégie, une expertise, un angle, et donc effectivement, il y a un sujet. Donc tu peux effectivement, quand tu en parles aux particuliers, tu peux leur dire, voilà, on va investir dans une poche qui a telle caractéristique, qui est par exemple les ETI dans les territoires. On va accompagner les ETI dans les territoires français. Il y a beaucoup de fonds de private equity qui sont autour de cette thématique-là. Voilà, transition environnementale, croissance externe. Donc c'est le début. C'est le début. C'est encore une classe qui est pas évidente à vendre ou à distribuer parce qu'il y a des vraies contraintes, il y a une vraie...
Je pense qu'il y a un vrai besoin de compréhension de cette classe d'actifs. Elle est très très mal comprise, elle est souvent mal perçue, alors que c'est plutôt un vrai facteur de développement, notamment des PME, des entreprises et des ETI. Mais il y a un besoin de faire comprendre ce qu'elle est et effectivement ce que ça peut donner comme conséquence auprès d'un investisseur particulier qui souhaite mettre un peu de son capital dans cette classe d'actifs-là. Intéressant. On marque une pause et on parle du nouveau monde.